C'est toujours un grand plaisir de vous retrouver sur cette scène Africain Podcast TV, dans son émission Africa View Débat. Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs, où que vous soyez dans le monde. Bienvenue dans cette émission Africa View Débat. Cette émission est consacrée à l'actualité africaine, sur tous les domaines, politiques, économiques, culturels, historiques, et aussi avoir des invités de grandes personnalités. J'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter Madame Fatou Badjid. Elle est la présidente du ONG Jigen France et juriste en droit social. Merci beaucoup, madame, d'avoir accepté mon invitation. Bonjour, Mamadou. Merci à vous pour l'invitation. C'est un plaisir d'être là. Merci. Nous allons parler des violences faites contre les femmes. Vous savez, si on parle des violences faites contre les femmes, c'est-à-dire nous parlons des violences conjugales, des violences physiques, des violences psychologiques. Nous allons parler des conséquences, des causes et aussi nous allons proposer des solutions. Mais avant tout, d'abord, quelle analyse faites-vous par rapport à ce qui s'est passé dans votre cher pays, le Sénégal? Alors, tout d'abord, permettez-moi de présenter mes condoléances aux familles, donc des Sénégalais qui sont malheureusement tombés au front. Alors moi, l'analyse que j'en fais, je me dis que c'est un ras-le-bol malheureusement exprimé par le peuple, surtout par la jeunesse. Hein, c'est un constat général. Il y a eu beaucoup de colère, beaucoup de frustration liée notamment à la crise sanitaire et à plusieurs restrictions de liberté. Donc, ce ras-le-bol a conduit malheureusement à ce que nous avons connu ces derniers jours, donc des violences manifestes, des saccages également de plusieurs biens, que ce soit public comme privé. Et heureusement d'ailleurs que le calme est revenu, donc c'est salutaire des deux côtés, que ce soit du côté de l'État du Sénégal, et également du côté de cette jeunesse qui a bien vouloir observer ce calme et laisser effectivement la vie reprendre son chemin. Bien. Donc, on va parler aussi d'Ousmane Sonko. Si nous parlons de cette révolution, nous devrons parler d'Ousmane Sonko parce que d'une part, il est l'auteur de cette révolte de la jeunesse d'une part. Mais aussi, nous allons parler de la femme qui a accusé Ousmane Sonko de viol. Nous savons ce qui s'est passé, mais d'une part, personne ne connaît ce qui s'est passé entre Ousmane Sonko et la dame parce qu'on n'a pas de preuves. On pense que très bien, d'une part, la femme a des preuves ou bien Ousmane Sonko a des preuves. Donc, en attendant, on va attendre la justice faire son boulot. Mais étant une juriste, qu'en pensez-vous de l'accusation d'Adji Sarr contre Ousmane Sonko? Alors, Mamadou, effectivement, à l'heure actuelle, nous ne savons pas ce qui s'est réellement passé entre les deux. Donc, il y a eu une plainte de Madame Adji Sarr contre Monsieur Ousmane Sonko pour des faits de viol. Donc, la procédure est en cours. Donc, moi, ce que j'appelle dans cette procédure, c'est que l'on respecte les droits de chaque partie. Donc, de la même manière que M. Ousmane Sonko est présumé innocent jusqu'à ce que le contraire soit établi, que Mme Adji Sarr également bénéficie du bénéfice du doute. Donc, elle est une présumée victime, elle a porté plainte, elle se plaint d'avoir été victime de viol. Aujourd'hui, on ne peut pas disqualifier sa parole parce que c'est une masseuse ou parce que c'est un complot. Donc, moi, je ne vais pas aborder dans ce sens-là. Donc, j'appelle strictement au respect des principes de droit. Donc, c'est une affaire pénale et chaque partie a droit, donc a des droits, tout comme l'accusé à la présomption d'innocence et qu'on accorde de la même manière le bénéfice du doute à Mme Adji Sarr. Bien, parlant de Mme Adji Sarr, parce que très bien, si nous voyons que d'une part, Ousmane Sonko a eu des soutiens généraux, d'une part, surtout la jeunesse, de fait que d'une part, on accuse l'État sénégalais de complot selon Macky Sall, d'une part, mais nous n'avons pas vu de soutien de Adji Sarr. Qu'en pensez-vous de cela? Alors, des soutiens de Adji Sarr, il y en a eu. Il y a le collectif des femmes, de jeunes femmes qui s'est levé quand on a constaté effectivement que ces droits étaient relégués au second plan. Donc, il y a un collectif qui a haussé le ton, dire stop, ça suffit. On a deux parties, donc il ne faut pas qu'une partie existe et que l'autre soit évincée. Donc, nous avons appelé, je fais partie d'ailleurs de ce collectif, nous avons appelé au respect des principes de droit. Et actuellement, bon, certains nient à la victime la présomption et qu'on l'accorde de facto à M. Sonko, mais les deux devraient actuellement, au stade de cette procédure, les deux devraient jouir de leurs droits pleinement. Donc, on ne peut pas accepter à une partie cette présomption d'innocence et refuser à la présumée victime d'exister. Elle s'est plainte, donc respectons sa parole de plaignante jusqu'à ce qu'aujourd'hui la justice en décide autrement.
On appelle au complot. Si complot il y a, demain la justice déterminera qui a tort, qui a raison. Et si toutefois Madame Adissar a tort, donc Ousmane Sonko, la loi lui permet de porter plainte. Et si toutefois également Monsieur Ousmane Sonko a tort, que les responsabilités soient situées et que chacun, voilà, assume effectivement ce qu'il en est réellement. Très bien, on pense très bien que la justice va jouer son rôle parce que d'une part, moi, je confiance à la justice sénégalaise. D'une part, le Sénégal est un pays d'exemplaires de démocratie. Même s'il y a eu des révoltes ces derniers jours, moi, je pense que très bien la justice va jouer son rôle. Mais nous allons parler aussi des violences, oui, des violences conjugales ou bien sexuelles. Selon l'OMS, 65% des femmes en Afrique sont victimes de violences conjugales, sexuelles. Par exemple, on vit ce qui s'est passé dans votre cher pays aussi, le Sénégal, ces derniers jours. Au moment des révoltes, il y a eu des individus qui ont profité de cela pour violer 3 femmes. Donc, selon vous, quelles sont les causes et conséquences des victimes faites contre les femmes? Alors, déjà, ce qui s'est passé au Sénégal lors des manifestations, c'est déplorable. Vraiment, c'est vraiment cruel que certains individus aient profité de ce moment de chaos pour abuser des femmes. Donc, en Afrique même, je dirais, pas au Sénégal, la culture de la violence, malheureusement, est méconnue, est très banalisée et des femmes en souffrent. On banalise souvent les violences faites aux femmes. Souvent, c'est un coup par-ci. On dit, ouais, ben, c'est pas grave. Elle avait qu'à bien se comporter avec son mari, sinon elle ne recevrait pas de coups. Ce qui, malheureusement, n'est pas tolérable. On ne se marie pas pour recevoir des coups. On se marie, on décide de s'unir parce qu'on s'aime, mais pas que, voilà, je te donne des coups quand tu ne m'obéis pas. Et c'est ce que vous disiez tout à l'heure sur les chiffres de l'OMS, c'est tellement vrai. Et malheureusement, ces chiffres ne baissent pas. On voit à chaque fois de violence en violence et ça monte crescendo. Et malheureusement, les chefs d'État, comme les personnes qui devraient aujourd'hui en parler, font ce qu'on appelle quelque part une culture de cette violence-là. Si on revient au cas de viol, au Sénégal comme en Afrique, la culture du viol est très ancrée. Souvent, des femmes qui vont porter plainte, déjà, elles ne sont pas très prises au sérieux par les agents de police ou de gendarmerie. Souvent, ça arrive. On leur dit, oui, tu n'avais pas qu'à t'habiller comme ça ou pourquoi tu es allé chez lui. Mais ce n'est pas une raison d'être violée. Je peux aller chez quelqu'un, mais ce n'est pas une raison de dire violement. Donc, ce n'est pas une invitation au viol. Et ce que souvent ce que croient les gens, c'est que les violeurs, c'est des bandits ou des gens violents qui se cachent dans le noir pour violer les femmes. Alors que non, plus de 80% des femmes connaissent leurs violeurs. Donc, on a une certaine comment dire, culture de ces violences qu'on essaie parfois de légitimer, qu'on essaie parfois aussi de banaliser, parce qu'on ne peut pas dire à une victime de viol, oui, mais tu n'avais pas qu'à t'habiller de manière sexy. Donc, quelque part, c'est de lui dire, si tu es violée, c'est par ta faute. Et nous avons une société qui blâme très souvent les victimes de viol, ce qui fait qu'elles n'ont plus, comment dire, le courage de sortir de leur silence, de dire, j'ai été victime de viol. Et c'est de plus en plus malheureusement ancré dans notre société. Aujourd'hui, un homme ne va pas se faire voler sa voiture, on ne va pas lui dire, mais tu n'avais pas qu'à rouler en Porsche. Vous voyez, c'est complètement ridicule. On ne dira jamais à un homme, tu n'avais pas qu'à acheter un joli appartement, tu n'allais pas te faire cambrioler. Mais aujourd'hui, une femme qui se fait violer, on te dit systématiquement, tu ne devais pas t'habiller de manière sexy ou tu ne devais pas aller chez lui ou tu devais juste, voilà, de manière, excusez-moi, mais tu devais fermer les jambes. Donc, il faudrait qu'on arrête avec ces stéréotypes. Il faudrait qu'on arrête de blâmer les femmes, de culpabiliser les femmes. Je rappelle encore une fois, on se fait violer. On se fait violer. Donc, on ne va pas chercher le viol. C'est le violeur qui est responsable. Ce n'est pas la victime. Malheureusement, cette culpabilité, les victimes ressentent souvent ce poids de la société et refusent de sortir de leur silence. Bien, on va parler aussi, je voudrais que vous appuyez tellement sur les violences conjugales, vous savez, surtout dans les familles, la plupart des maris frappent leurs femmes. Comme vous l'avez si bien mentionné, il y a la société qui est là, qui accuse d'une part la femme, pourtant que la femme n'est pas responsable. Donc, comment changer ce système? Parce que nous avons vu la plupart, quand les maris frappent les femmes, même les femmes, si les femmes arrivent à se
à démontrer ou bien aller se plaindre. La société est là en disant que non, tu dois être ton mari, il y a la culture, ainsi de suite. Comment sensibiliser ces idées pour changer cette mentalité? Ah, effectivement, vous avez raison. Il y a des problèmes culturels, des problèmes religieux hein, qui cantonnent certaines femmes malheureusement à accepter certaines violences. Parfois, on arrive même jusqu'à leur dire que c'est normal, que dans telle ou telle religion, il est prévu qu'un homme réprimande sa femme par des coups. Ce qui est pour moi intolérable. Aucune violence ne peut être justifiée. Aucune. Que ça soit au sein de la famille, que ça soit ailleurs, aucune violence faite aux femmes ne doit être justifiée aujourd'hui. Elles en souffrent, hein, et malheureusement, elles en parlent moins, elles brisent pas le silence parce qu'il y a le poids de la société, comme vous le disiez tout à l'heure. Aujourd'hui, une femme qui est victime de violences conjugales, qui retourne malheureusement dans son foyer, donc dans sa vraie famille, souvent, c'est le père ou c'est la mère qui lui dit retourne. Le sort d'une femme, c'est d'accepter ce qui lui arrive pour pouvoir demain avoir une bonne progéniture, avoir une bonne descendance. Il faut qu'on rompt avec ces idées-là parce que pour moi, c'est non seulement c'est barbare et c'est des idées qui dégradent l'image de la femme. La femme africaine, elle vaut beaucoup plus que ça. La femme africaine, elle est tellement brave, malheureusement, que parfois, elle se dit, bah, tiens, ce qui m'arrive, je le mérite. Non, vous ne méritez pas ces violences-là. Et aucun homme n'a le droit d'exercer une certaine forme de violence sur les femmes. Pour appuyer votre intervention, ça c'est des idées archaïques, des idées archaïques, mais toujours la société est là à imposer cela, surtout sur le cas des violences sexuelles. C'est déplorable. On espère qu'un jour que ça va s'améliorer, mais de fait que la société, surtout la jeunesse d'une part, il y a une prise de conscience, ça sent petit à petit. On espère que ça va continuer. Tout à fait. Il y a une prise de conscience, en effet. Et il y a également la montée des féministes hein, qui haussent le ton pour dire arrête. Donc, espérons qu'elles soient écoutées à l'avenir. Bien. Donc, comment peut-on accompagner les femmes à revendiquer leurs droits et sensibiliser les hommes pour évoluer les mentalités? Alors déjà, pour les femmes, il faudrait qu'elles brisent le silence assez souvent parce qu'elles arrivent à dénoncer surtout les violences camouflées dans les familles. Et il n'y a pas que les femmes dans la famille, malheureusement. Les petites filles également souffrent de ces violences-là. Souvent, dans la famille, que ce soit le père, les oncles ou les cousins, exercent une certaine forme de violence, que ce soit sexuelle ou physique, sur les petites filles. Mais on camoufle souvent ça sur le poids de la famille en se disant faut pas briser une famille. Et en refusant de briser une famille, malheureusement, on brise la vie d'une petite fille. On empêche à cette petite fille d'évoluer et de pouvoir s'épanouir pleinement. Et pour revenir effectivement à ce qu'il faudrait pour les hommes, moi je me dis qu'il faudrait éduquer davantage la société et surtout les hommes. Parce qu'en Afrique, souvent, on fait croire aux hommes qui sont plus forts, hein, qui sont les dominants, malheureusement. Et pour certains, dominer ou se faire obéir, c'est exercer une violence. Non, messieurs, non. Vous n'avez pas besoin d'être violent pour avoir ce que vous voulez. Au contraire. Et c'est souvent ceux qui font preuve de violence. Moi, je me dis, c'est des hommes qui sont faibles d'esprit. Un homme bien éduqué, un homme bien dans sa peau, ne serait jamais tenté d'exercer une quelconque violence sur une femme pour obtenir ne serait-ce quelque chose. Donc, il faudrait qu'on éduque davantage nos petits garçons, nos enfants, hein, les hommes, c'est jamais trop tard, les éduquer à ce qu'ils comprennent que ce qui se faisait avant ne peut plus être toléré. Donc, comme vous disiez tout à l'heure, c'est un système qui est là depuis plusieurs années, même voire des siècles. Mais là, il faudrait rompre avec tout ça et faire comprendre aux hommes qu'aucune forme de violence ne peut être tolérée sur une femme. Bien, nous allons revenir un peu en arrière. On va parler d'une part de la culture. Comme vous l'avez si bien mentionné, vous avez parlé à comment éduquer les hommes. Mais nous savons très bien, selon la culture d'une part, la culture africaine, comme je suis africain, vous êtes africaine, nous savons très bien comment l'homme est pris par rapport à une femme. Vous savez très bien, le papa, il est là, il fait tout, c'est lui qui fait tout à la maison. On le voit comme le chef et aussi la maman, elle est là, c'est la maman qui fait tout, la pluie partout. Mais le fait que dans la manière que nous avons grandi, nous avons vu que l'homme est le chef. Donc, selon vous, quelles sont les mesures à mettre en place pour éduquer les hommes, surtout à bas âge, parce que c'est ça qui est l'essentiel d'une part?
Tout à fait, il faut casser avec ces stéréotypes-là que l'homme est le plus fort, l'homme doit être le chef à tout moment. Non, il faut faire comprendre aux jeunes garçons, hein, surtout aux jeunes garçons, que c'est pas parce qu'ils sont des hommes qu'ils ont le droit d'exercer une quelconque violence sur les filles. Ça, c'est des idées reçues, des clichés avec lesquels il faudrait aujourd'hui se séparer. Un garçon doit comprendre que de la même manière qu'il peut avoir de l'autorité, c'est de cette même manière qu'une fille peut aussi avoir de l'autorité. Et si même au sein des familles, parfois ce qu'on constate, une petite sœur qui faute, on demande à son grand frère de le corriger en lui donnant des coups. Mais ces pratiques-là, malheureusement, ces garçons grandissent avec. Ils vont se dire que voilà, pour me faire obéir, il faudrait que là, je tape ma sœur. Et pareil, quand il sera marié ou qu'il aura une femme, ça sera pareil. Il faudrait que je tape ma femme pour qu'elle m'obéisse. Alors que on n'a pas besoin d'en arriver là. Donc, l'éducation doit commencer dans les familles, justement, que les pères comprennent que c'est pas parce qu'il est garçon qu'il a plus de droits que sa sœur. Hein, donc, c'est pas parce qu'il est un garçon qu'il doit se comporter d'une certaine manière. Donc, l'autorité peut s'exercer, que ça soit du côté du jeune garçon que du côté de la fille. Il faudrait que l'on prenne conscience et qu'on apprenne aux enfants à ne pas user de cette violence-là. Parce que c'est ces enfants qui deviennent les adultes de demain. Donc, si on les éduque à bas âge dans la violence, malheureusement, on ne fera qu'avoir une société violente. Bien, donc on va parler de gouvernements africains, comme vous l'avez si bien mentionné au début de cette émission, parce que je pense que très bien les gouvernements africains doivent jouer des rôles très importants, parce que même s'il y a des ONG qui sont mises en place pour jouer des rôles très importants, mais d'une part, les gouvernements africains doivent jouer des rôles très, très importants. Donc, quelles sont les solutions que les gouvernements africains doivent mettre en place pour lutter contre les violences faites contre les femmes, selon vous? Alors, vous avez des solutions, on en a proposé pas mal, hein, mais malheureusement, il y a plus de paroles, de promesses, et jamais les gouvernements ne mettent des actes et ne mettent des actes forts. Bah, heureusement, au Sénégal, récemment, on a obtenu la criminalisation du viol, mais malheureusement, des textes de loi ne suffisent pas pour changer les mentalités. Donc, j'insiste encore une fois sur l'éducation de la société, parce qu'il faudrait expliquer aux gens que c'est pas parce qu'ils sont beaucoup plus forts, qu'ils ont plus de muscles, qu'ils peuvent s'en servir pour nuire les femmes. Donc, il faudrait davantage mettre en place des programmes, donc surtout des systèmes, hein, que ce soit dans les lycées, que ce soit dans des collèges, de sensibilisation et d'expliquer aux gens ce qu'est réellement les violences. Parce que j'ai l'impression que beaucoup d'hommes ignorent ou banalisent, en tout cas s'ils le savent, les violences que subissent les femmes au quotidien. Que ce soit les discriminations au niveau du travail, que ce soit les violences qu'elles subissent à la maison, que ce soit physique, morale ou même parfois économique. Je pense que l'État devrait, les gouvernements, pas que l'État du Sénégal, hein, les États africains devraient prendre des mesures aujourd'hui pour sécuriser davantage les femmes. Donc, on va parler d'une part des violences psychologiques. Parce que moi, je pense que très bien, les violences psychologiques sont plus graves que les violences sexuelles ou bien violences conjugales. Parce que les violences psychologiques, ça joue dans la tête, ça joue dans la mentalité, ça affecte la femme d'une part. Donc, qu'est-ce que vous en dites par rapport à cela? Les violences psychologiques, comme vous dites, hein, ça affaiblit la femme, ça joue sur la santé de la femme. Et parfois, on va même jusqu'à faire croire à la femme qu'elle est responsable de ce qui lui arrive. C'est parce qu'elle est, elle est inférieure, excusez-moi de le dire, j'aime pas ce terme, mais psychologiquement, on arrive à faire croire à certaines femmes qu'elles sont inférieures aux hommes et qu'elles devraient malheureusement subir ce qui se passe. Et ce poids de la société aujourd'hui, malheureusement, certaines en finissent au suicide. On en a vu il n'y a pas longtemps au Mali, la femme qui a sauté par-dessus un pont avec ses enfants. C'est par pur désespoir qu'elle en est arrivée là, parce qu'elle a subi pendant des années cette violence psychologique, la faisant croire que malheureusement, non seulement elle ne vaut pas grand-chose, que malheureusement, elle est responsable de tous les malheurs qui arrivent dans son foyer. Elle n'est pas la seule dans ce cas-là. Donc, il faudrait plus agir dans ce sens-là pour préserver la santé mentale des femmes.
Donc, on va parler aussi de la loi de la parité. Vous savez très bien, on parle souvent de l'égalité entre femmes et hommes, mais d'une part, on parle juste, on met des lois en place, on n'applique pas, ainsi de suite. Vous savez très bien ce que je vais dire. Par exemple, on vit le cas du Sénégal, d'une part, nous avons voté la loi de la parité au moment où Maître Wade était président de la République. Nous avons vu comme à l'Assemblée nationale, il y a des femmes. Donc, qu'en pensez-vous de la loi sur la parité en Afrique, en particulier le Sénégal? Par exemple, comme disait Halima Diallo, la loi sur la parité n'est utile que si elle permet d'accéder à une transformation positive de la société. Qu'en pensez-vous? Effectivement, je suis complètement en phase avec cette phrase. Je suis totalement d'accord avec ce qu'elle a dit. Vous savez, la notion de parité est très complexe en Afrique, hein, car l'organisation sociale est totalement stéréotypée et les femmes n'ont presque pas de pouvoir de décision. Donc, cette parité, quelque part, camoufle certaines lacunes des gouvernants, mais il y a des freins et il faut oser les dire. Il y a des freins culturels, des freins sociétaux, des freins religieux, bancaires et même institutionnels aujourd'hui qui empêchent les femmes de jouir pleinement de leur potentiel. C'est ça la réalité. Et l'Afrique, malheureusement, nous le savons, hein, c'est un continent qui est à dominance masculine, d'où règne une certaine subordination des hommes sur les femmes. Donc, cette culture patriarcale qui est très longtemps pratiquée relègue souvent la femme au second plan. Donc, on peut dire parité, oui, il y a 33 députés ou 69 députés sur 145, ça ne suffit pas. Et juste pour vous dire, récemment, le Sénégal a connu un remaniement ministériel où le nouveau gouvernement compte 33 ministres et sur ces 33 ministres, nous avons que 8 femmes. Donc, ce qui est malheureusement loin d'être une parité et la parité que voulait Maître Wade. Moi, j'ai envie de dire que cette parité n'est que de façade et certains s'en servent que quand ça les arrange, malheureusement. C'est le cas pareil en Guinée. Nous avons vu le remaniement ministériel en Guinée. Il n'y a même pas plus de 8 femmes dans l'administration guinéenne. Pourquoi pas se référer par rapport au Rwanda? Nous avons vu ce qui se passe au Rwanda quand même. Il y a tellement de femmes qui sont là, qui sont députées, qui ont des postes responsables. Le président Paul Kagame, quand même, d'une part, c'est un exemple très frappant. Pourquoi pas les pays africains ne veut pas se référer par rapport à ce pays, le Rwanda? Vous faites bien de prendre le cas du Rwanda, qui est un exemple. Hein. Le Rwanda, c'est l'un des pays pilotes en matière d'égalité homme-femme. Et c'est à saluer. Aujourd'hui, le président Paul Kagame est parti d'un constat très simple pour instaurer l'égalité homme-femme au Rwanda. Vous savez, nous les femmes, nous représentons plus de 50% du continent africain. Et malheureusement, nous ne générons que 33% de son PIB. Donc, c'est de ce constat qu'est parti le président Kagame pour organiser, avec la Banque africaine de développement, le sommet mondial sur le genre qui se tient à Kigali tous les ans depuis maintenant 4 ans. Et c'est à saluer, il a fait des progrès, mais remarquables dans ce sens-là. Et malheureusement, beaucoup de pays africains qui aujourd'hui devraient s'en inspirer sont à la traîne. Les femmes accèdent malheureusement difficilement à la propriété. Si je viens par exemple sur l'entrepreneuriat féminin, où une femme a plus de difficultés à accéder au crédit qu'un homme, tout simplement par des préjugés, par des restrictions bancaires que rien ne justifie. Et d'ailleurs, lors de ce sommet que j'ai cité tout à l'heure, le sommet mondial sur le genre à Kigali, le président de la Banque africaine de développement avait dit, je cite, « Les femmes, en général, quand elles empruntent, elles payent la totalité de leurs dettes sans difficulté. Et souvent, d'ailleurs, et sans difficulté, et souvent, malheureusement, elles payent mieux que les hommes et gèrent leur budget mieux que les hommes. » Ce n'est pas mes mots, c'est le président de la Banque africaine qui le disait. Donc, moi, ceci m'amène à dire quel est le problème? Pourquoi les banques sont réfractaires aujourd'hui? S'il y a des gages, il y a des avantages pour que les femmes puissent emprunter et développer leurs activités. Pourquoi autant de préjugés? Bien, bien. On va parler aussi de la parité aussi. On va appuyer sur la parité de plus. Parce que nous avons vu les discriminations à l'égard des femmes sont politiques ou économiques. Donc, est-ce que les femmes restent-elles sous-représentées? Et comment
comment faire pour représenter les femmes sur les postes de décision? Ah, les femmes sont sous-représentées, ça c'est sûr. Quand on voit le constat du paysage politique, on s'en rend compte tout de suite qu'elles sont malheureusement sous-représentées. Et tout ça, comme je vous disais tout à l'heure, c'est parti de ce phénomène de patriarcal où on relègue souvent la femme au second plan. Bon, certes, politiquement, il y a eu des réussites personnelles, il y a eu des femmes qui ont réussi à se hisser à des sommets, que ce soit au Sénégal ou dans d'autres pays d'Afrique. Mais malheureusement, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Et il y a eu d'autres femmes, justement, chefs d'entreprise, qui créent, qui essayent de s'en sortir. Mais il y a toujours le poids de la société. Il y a toujours ce frein, que ça soit culturel, que ça soit religieux, que ça soit bancaire ou institutionnel. Donc, ça les bloque quelque part à pouvoir avancer. On dit souvent la disponibilité qu'un homme peut avoir pour diriger, par exemple, une entreprise, la femme ne peut pas l'avoir. Et moi, souvent, je suis choquée quand on voit une femme chef d'entreprise avec des enfants ou une vie de famille, justement. On demande souvent à cette femme, mais comment vous faites? Comment vous faites pour gérer votre société et vos enfants? On ne demande jamais à l'homme comment vous faites parce que dans leur tête, l'homme ne doit pas avoir cette charge familiale-là à devoir gérer des enfants, à devoir s'occuper des enfants. Donc, on attribue de facto cette tâche à la femme. Et tout ça, c'est depuis la base, malheureusement. Donc, il faudrait qu'on sorte un tout petit peu de ce patriarcal, qu'on brise un peu les chaînes de cette subordination pour que les femmes puissent jouir pleinement de leur potentiel et occuper des postes de responsabilité au même titre que les hommes. Bien, par exemple, nous avons vu le cas de Libéria, quand même, il y avait une présidente. Nous avons vu aussi, par exemple, comme vous l'avez si bien mentionné, le Rwanda, et aussi il y a d'autres femmes qui ont des postes responsables. Donc, comment briser les chaînes, comme vous l'avez si bien dit, comment briser les chaînes pour intégrer les femmes de plus dans la politique? Parce que d'une part, si on parle de la politique, il y a d'autres gens qui pensent que moi, je ne suis pas intéressé à la politique, mais comme disait un philosophe, si tu n'es pas intéressé à la politique va s'intéresser à toi. Mais si la politique s'intéresse à toi, on ne veut pas cela. Donc, comment briser les chaînes pour intégrer les femmes dans la politique de plus? Je pense que déjà, pour y arriver, il faut se battre contre tout un système. Parce que c'est pas, malheureusement, c'est pas contre un homme, contre des individus qu'on va se battre, mais c'est contre tout un système qui met les femmes dans un moule, malheureusement, pour les empêcher d'évoluer. Et si je prends par exemple la représentativité dans les élections où, par exemple, on ne demande pas les mêmes conditions aux hommes qu'aux femmes, ce qui n'est malheureusement pas normal. Aujourd'hui, en Somalie, il y avait une candidate malheureusement qui s'était présentée pour les élections présidentielles, mais qu'est-ce qu'elle n'a pas subi comme insulte sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce qu'elle n'a pas reçu comme intimidation, tout simplement parce qu'elle a osé aller au-devant de la scène? Donc, certains lui rappelaient qu'elle n'était pas une bonne femme parce que religieusement, elle ne devait pas hausser le ton sur les hommes ou parler beaucoup plus fort que les hommes. Donc, il faudrait à un moment donné se battre contre ce système-là et surtout se battre aussi pour faire comprendre aux États qu'il est temps de mettre en place des actes, des promesses. On en a eu encore et là, je pense que c'est le moment de dire stop. Mettez des actes concrets sur la table et sécurisez les femmes, permettez-les de conquérir au même titre que les hommes. Bien, mais d'une part, quand même, on peut dire que les femmes sont responsables de cela parce qu'il n'y a pas tellement de femmes qui veulent faire la politique d'une part. Les femmes, d'autres, je pense que très bien, je parle d'autres femmes. Il y a d'autres femmes qui pensent que la politique, c'est pour les hommes. Même s'ils arrivent à demander à des femmes, qu'en pensez-vous de la politique? Elles vont dire que non, la politique, c'est pour les hommes, c'est pas pour les femmes, ainsi de suite. Il y a d'autres femmes qui sont très intelligentes de même, mais elles ne veulent pas juste s'intégrer à la politique, elles voient la politique comme ça, c'est pour les hommes, non. Donc, comment changer ces mentalités-là? Ah, vous savez, ce que vous dites, c'est tellement vrai, parce que pendant plusieurs années, on a fait croire aux femmes que sa place, c'est au foyer, donc son rôle, c'est de procréer. Pendant plusieurs années, on a fait croire à la femme que la politique, c'est un métier d'homme. Et heureusement que là, ça commence à changer. Il y a plusieurs femmes qui s'engagent en politique et de plus en plus.
et que ce soit au Sénégal ou dans d'autres pays, il y a plus de femmes qui osent se mettre au devant de la scène, ce qui avant était un peu réprimandé par une culture qui relègue toujours la femme à la maison. Le rôle de la femme n'est pas d'être vu. Et jusqu'à présent d'ailleurs, parfois quand certaines femmes osent parler de certains sujets ou osent même aller conquérir le pouvoir, c'est cette femme, c'est pas une bonne femme, de toute façon, c'est pas un exemple à suivre. Donc, c'est toujours dans ces stéréotypes qu'évolue malheureusement l'Afrique. Et ce qui malheureusement fait très mal, c'est quand on voit dans plusieurs pays africains où les femmes sont considérées comme des agents d'économie mineurs. Et pourtant, elles participent au développement de leur pays, mais on les qualifie d'agents économiques mineurs. Donc, elles sont quelque part injustement sous-évaluées, malheureusement. Elles ne sont pas présentées au leadership public. C'est ce qui se passe dans plusieurs pays africains. Bien. Donc, en général, selon vous, quelle est la place des femmes en politique? C'est la même place que les hommes. C'est pas parce que je suis une femme que la place de l'homme qui occupe le fauteuil présidentiel ne peut pas être la mienne. Il faudrait qu'on casse avec ça. Et la place de la femme aujourd'hui en politique, c'est la place de l'homme. Là où un homme peut s'asseoir et diriger, que ce soit un ministère, diriger une direction, une femme a pleinement le droit d'être à côté. Donc, il ne faudrait pas qu'on se dise, voilà, c'est juste une femme, donc il faut qu'elle soit une adjointe ou il faudrait qu'elle ait un second rôle. Non, malheureusement, il faut finir avec ça. Bien. On va revenir un peu en arrière. On va parler, comme vous l'avez si bien mentionné aussi, vous avez parlé des violences faites aux petites filles. Vous savez très bien, par exemple, mon cher pays, la Guinée, ça fait quelques jours, on vit des violences faites à une gamine. C'est déplorable, ça me choque. C'est triste de voir ces choses pareilles. Comme vous l'avez si bien dit, ça, je ne sais même pas quoi dire. Qu'en pensez-vous de cela? Les violences faites aux petites filles. Tout à fait. C'est non seulement difficile d'imaginer qu'une petite fille puisse être exposée à de telles violences, malheureusement, ça brise le cœur, c'est cruel. Ce sont que des enfants. Et malheureusement, dans ces pays, que ce soit en Afrique de l'Ouest, surtout en Guinée, au Mali, ces petites filles sont très tôt exposées au mariage, à la sexualité, et elles n'y comprennent rien. C'est encore des enfants. Elles ne vivent pas leur vie d'enfant. Elles ne vivent pas leur vie d'enfant. Je comprends que cela puisse vous choquer, mais c'est déplorable. C'est complètement dur pour nous femmes, pour nous mères, d'imaginer qu'une fille de cet âge-là puisse être exposée à de telles violences. Oui, c'est dommage, c'est regrettable. Je ne sais même pas quoi dire. Ça m'énerve, je ne sais même pas quoi dire. Parce que quand je vois des choses pareilles. Votre sentiment est partagé. Oui. Je n'arrive pas à comprendre comment on fait cela, surtout aussi les mariages précoces. En Guinée aussi, je vis une gamine de 12 ans qui s'est mariée avec un adulte de 35 ans. C'est déplorable. Je n'imagine même pas voir cela. Qu'est-ce que vous en dites à propos de cela aussi? Et malheureusement, ça ne choque pas, ça ne choque pas ce qu'ils font, malheureusement, parce que pour eux, ils voient en cette petite fille une femme, et c'est cruel, c'est criminel même, je dirais. C'est criminel de marier des femmes, des petites filles, excusez-moi, à 11 ans, à 10 ans. L'Afrique devrait dépasser aujourd'hui ce stade-là et sortir un tout petit peu de cette vieille culture qui fait que ces petites filles n'ont même pas, n'ont même pas de potentiel, de perspective, de réussite. À 11 ans déjà, elles sont dans un mariage où elles ne savent même pas ce que c'est un mariage. Elles sont exposées très tôt à une sexualité. Et on sait bien que le corps d'un enfant n'est pas fait pour accueillir un autre enfant. Et malheureusement, quand vous dites marier un homme de 35 ans, qu'est-ce qui va suivre tout de suite? C'est une maternité. Ça les détruit. Ça détruit nos enfants. Donc, je pense qu'il conviendrait aujourd'hui d'investir davantage dans l'éducation de ces filles-là, les scolariser. L'Afrique du Sud l'a très tôt compris. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud fait partie de l'un des pays qui a moins d'incidence de mariage d'enfants. Bien. Et l'Afrique de l'Ouest est malheureusement très, 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 très loin. Et il y a beaucoup à faire. Le chemin est encore très long. Mais nous allons y travailler. Il ne faut pas baisser les bras de toute façon. Nous ne pouvons pas et nous n'avons pas le droit d'exposer les petites filles à cette violence cruelle.
Bien, quel est votre mot de la fin? Alors, mon mot de la fin, c'est voilà, d'inviter surtout les hommes, surtout que nous sommes dans le mois donc de lutte des droits des femmes, inviter les hommes à s'impliquer davantage pour promouvoir les droits des femmes. Ce combat ne doit pas être uniquement un combat de femmes. Donc, il faudrait s'impliquer, participer et surtout comprendre pourquoi on exige plus de droits. Parce que, vous savez, on parle souvent de démocratie. Mais pour moi, on ne peut pas arriver à une démocratie sans respecter les droits des femmes. C'est le fondement de la démocratie. Donc aujourd'hui, si nous voulons que les pays africains atteignent une certaine démocratie, il faudrait d'abord passer par le respect des droits des femmes. Merci beaucoup, Madame Fatou, d'avoir accepté mon invitation. Mais tout le plaisir est pour moi, Mamadou. Merci. À bientôt.